Merci de l'invitation. Depuis les 10 à 15 dernières années, j'ai étudié plusieurs réacteurs pour la dégradation, par exemple, de polluants. Donc, on parle ici d'un bioréacteur anaérobie de type Upflow Anaerobic Slug Blanket ou Finfix anaérobie. Pour un bioprocédé de dénitration d'eau de mer, on a étudié beaucoup le mécanisme de diminution du nitrate dans le bassin d'eau de mer du Biodôme de Montréal. Il y a aussi un bioprocédé d'enlèvement du phosphate de façon biologique. L'enlèvement pour essayer d'appliquer ce procédé à l'enlèvement du bassin d'élevage de poissons, qui est un gros problème au niveau de l'industrie aquacole au Québec. Donc, il y a une norme qui doit être atteinte au niveau du phosphate lorsque ces industries-là travaillent pour l'élevage de poissons. Il y a eu un bioréacteur thermophile pour la dégradation du lisier de porc qui a été étudié. Donc, tous ces phénomènes-là, tous ces bioréacteurs-là ont été étudiés de façon, soit que c'était des réacteurs en laboratoire ou à pleine échelle. On a étudié la flore microbienne de ces réacteurs-là. Les deux réacteurs, disons, flores microbiennes que je vais vous décrire aujourd'hui sont qui proviennent de deux études qu'on a faites dans les 5 dernières années au niveau du développement d'un consortium microbien pour la dégradation de modulateurs endocriniens et un biotraitement d'un effluent minier aurifère pour la dégradation du thiocyanate. La première étude qu'on a faite, c'est au niveau de l'établissement d'une flore qui est enrichie pour la dégradation de modulateurs endocriniens dans un système à deux phases partitionnées, deux phases immiscibles. Il y a eu en 2013 deux papiers qui ont été publiés dans Applied Environmental Microbiology et Journal of Chemical Technology and Biotechnology sur les résultats. Quelle est la problématique au niveau des modulateurs endocriniens? Si on regarde les estrogènes, qui sont des hormones impliquées dans le développement des individus ou qui est impliqué aussi dans la pilule contraceptive, qui est le 17-alpha-éthénylestradiol, ces molécules ou d'autres molécules qu'on retrouve de l'activité industrielle comme le bisphénol et le nonylphénol, ils ont des effets qui sont directs sur le système endocrinien. Ils peuvent se retrouver soit dans les urines pour les estrogènes ou soit dans des concentrations faibles, mais toujours actives, ou les composés industriels peuvent se trouver en plus grande quantité. Leurs pouvoirs estrogéniques sont plus faibles, mais comme ils se retrouvent en plus grande quantité, leur effet est équivalent aux estrogènes à des concentrations beaucoup moindres. Donc, après ce genre de... Donc, quand ils se retrouvent dans les eaux usées, ils se retrouvent à l'usine de traitement, et les usines de traitement des eaux usées ont la difficulté à les traiter, à les dégrader. Donc, ils sont rejetés dans l'environnement. Ça a comme conséquence d'induire dans l'environnement, donc dans les rivières, qu'on a observé la féminisation des poissons et dysfonction du système de reproduction. On a des hypothèses que ça pourrait expliquer le déclin de la qualité du sperme chez les hommes depuis les 50 dernières années. Et évidemment, bien, toutes ces molécules-là peuvent se retrouver dans la chaîne alimentaire. Ce sont des molécules qui sont faiblement solubles dans l'eau. Et qu'est-ce qui fait que si on a des bioprocédés qui ciblent directement ces substances-là, l'inefficacité de ces biotraitements-là pour les dégrader est que sont en trop petite quantité, de l'ordre de 1,70 nanogrammes par litre, ce qui est insuffisant pour soutenir la croissance d'une microbienne, d'un biotraitement ciblé à ce genre de molécules. Malgré tout, ça reste qu'il faut d'autres stratégies biologiques pour essayer de trouver une manière de se débarrasser de ces produits-là dans le traitement des eaux usées. Et un des stratégies qu'on a pensé à l'époque, ce serait de développer un système à deux phases immiscibles qui peuvent s'illustrer de cette manière. On a une phase qui ne se mélange pas à l'eau, mais qui est capable de dissoudre en plus grande quantité, les estrogènes. Cette phase immiscible à l'eau, mais qui est gorgée d'estrogènes, va être en contact avec une culture bactérienne qui, elle, est capable de dégrader ces estrogènes-là, soit par diffusion dans l'eau ou par contact entre l'interface. Un des phases immiscibles qu'on a utilisé, c'est le Litrel, qui est un solide, qui est un polymère qui a été développé chez DuPont pour la synthèse de différents plastiques. Mais ce qu'on appelle le raw matériel nous a été livré gratuitement. C'est un polymère et qui est
dans la littérature, on a pu voir que certains chercheurs les avaient utilisés pour développer des systèmes à 2 phases immiscibles pour la dégradation de phénol ou de composés phénolés de façon avec beaucoup de succès. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de prendre l'ITREL et de développer un système à 2 phases immiscibles. Et les modulateurs endocriniens à l'étude sont l'estradiol, l'estriol, l'estrone, l'éthinylestradiol, le bisphénol A, l'énonylphénol. Vous voyez ici les acronymes E1, E3, E1, E2, BPA, NP. C'est les noms qu'on va retrouver dans la présentation. Donc, l'objectif du projet, c'est d'établir des enrichissements microbiens pour la dégradation des modulateurs endocriniens dans un système à 2 phases immiscibles avec l'ITREL comme phase immiscible à l'eau. Et ça, c'est dans la perspective de développer un bioréacteur à 2 phases immiscibles pour la dégradation de ces modulateurs endocriniens qu'on pourrait ajouter à un système dans l'usine de traitement des eaux. On a établi la solubilité des modulateurs endocriniens dans l'ITREL, donc la solubilité ou l'absorption de ces molécules-là dans l'ITREL. On a ici la solubilité dans l'eau versus dans l'ITREL, que ce soit individuel et combiné. On s'aperçoit qu'on a une très forte, une meilleure solubilité ou absorption de ces molécules-là dans l'ITREL et que ce soit de façon individuelle et combinée, il n'y a pas d'influence de quantité au niveau de l'absorption. Donc, les objectifs spécifiques, c'était à l'époque, c'est de faire des enrichissements un enrichissement de flore microbienne, déterminer leur capacité de dégrader les différents modulateurs endocriniens, déterminer la composition de la flore microbienne et d'isoler des souches capables de dégrader ces molécules. L'enrichissement, la stratégie était la suivante, c'est de prendre des bouts d'eau usée, donc ce qu'on appelle des sludges qui proviennent des usines d'épuration des eaux, une biomasse d'un réacteur qui traitait le lisier et une biomasse d'un système à 2 phases immiscibles pour la dégradation d'hydrocarbures. On a tout mélangé ça ensemble, on s'est dit à partir de entre guillemets, ce pool microbien, il doit certainement avoir une sous-population qui peut s'adapter à un système à 2 phases immiscibles, c'est-à-dire que tous ces micro-organismes-là, mis en contact avec l'ITREL, avec un milieu minimal, et dont l'ITREL, on avait déjà dissous à l'avance les modulateurs endocriniens, comme seule source de carbone. Il y a eu établissement, après plusieurs repiquages aux 4 semaines, d'une flore enrichie qui s'est adaptée à ce système-là et qui a pu dégrader les modulateurs endocriniens. Les 4 enrichissements qui ont été établis, c'est A, B, D et M. A étant les 4 estrogènes, B étant les 2 molécules phénoliques et D étant tout le monde ensemble. Et M, c'était le contrôle pour voir s'il n'y avait pas des problèmes, comment on voyait le système évoluer de façon en absence de sources de carbone, donc un genre de contrôle abiotique. Lorsqu'on a regardé la croissance des enrichissements sur les 4 semaines, on s'est aperçu que la flore microbienne qui s'est adaptée après chaque repiquage, on voit une croissance de tous les 3 enrichissements A, B, D. Donc, on voit que la source de carbone, les modulateurs endocriniens sont capables de fournir la source aux micro-organismes qui sont adaptés. Mais à notre surprise, on a vu que même l'enrichissement, qui n'est pas supposé avoir de source de carbone, a fourni une source de carbone, entre guillemets, inconnue, provenant de l'ITREL pour la croissance d'une autre flore bactérienne qui est adaptée juste aux polymères. Si on regarde spécifiquement la dégradation des modulateurs endocriniens par les enrichissements, l'enrichissement A voit tous les estrogènes dégradés à plus de 90 ou presque 100%. Ici, on a 50% de diminution de l'éthinylestradiol. Par contre, d'autres expériences que je ne vous montre pas ici ont montré que c'est plus un effet abiotique qui n'a rien à voir avec la dégradation des bactéries. Donc, il n'y a pas vraiment de dégradation ici de l'éthinylestradiol à notre grand... On était désolé de voir que la molécule qui est dans le fond peut-être la plus importante dans ce qu'on visait n'a pas été touchée. Pour ce qui est des biphényl A, des nylphénol, on a une très bonne dégradation par l'enrichissement B. Et l'enrichissement D, tout le monde était ensemble, on avait exactement le même résultat. Donc, une bonne adaptation de notre flore microbienne pour 5 des 6 modulateurs endocriniens et adapté à l'ITREL. Donc, au niveau de la stratégie pour déterminer la diversité bactérienne, on a fait l'extraction d'ADN totale des enrichissements, ce qui nous donne, au moment de l'échantillonnage, une image ponctuelle à ce moment-là de la diversité microbienne.
On a fait une application PCR des gènes de l'ARN 16S ribosomal, 16S, qui est dans le fond la signature de chacune des bactéries. Donc, on a ici, au moment de l'échantillonnage, on a ici une signature de toutes les bactéries présentes. Le tout a été, on a donc un fragment d'ADN de même longueur, mais possédant des séquences différentes. Ceci peut être séparé sur ce qu'on appelle un DGGE, qui est un gel électrophorèse à gradient dénaturant. Par cela, on a déterminé, on a utilisé les nouvelles techniques de séquençage à haut débit, une technologie 454, puis pyroséquençage pour pouvoir aller chercher, identifier qui était présent dans les enrichissements pour faire les affiliations, l'identification des bactéries en présence. Au niveau du profil migratoire des GGE, on peut voir ici que l'enrichissement A et D, et ici on a le profil de clustering, de regroupement, que A et D avaient un profil très semblable. Donc ça c'est le estrogène puis biphényl A et nonylphénol. Juste le biphényl A et le nonylphénol, on a un profil qui est différent. Et malgré que le litrel fournissait une source de carbone à tous les enrichissements, on voit que les modulateurs endocriniens ont eu une influence très importante sur la flore bactérienne versus juste litrel pour les micro-organismes qui ont développé juste sur litrel comme source de carbone. Avec les techniques de pyroséquençage, on a pu aller chercher une très grande quantité, ce qu'on appelle de reads, de séquences 16S de chacun des enrichissements. Et après avoir pris 300 nucléotides et plus à des qualités de 50% et plus, on a eu entre 4000 et 43 000 reads de belle qualité. Et quand on a tout regroupé ça ensemble, on a vu que dans l'échantillon A et D qui ont une population bactérienne similaire, on voit que A, B et D sont dominés par des rhizobiales et des sphingomoniales qui sont des alpha-protéobactéries, contrairement à M qui est composé surtout d'actinobactéria et de gamma-protéobactéries. Donc on voit ici que malgré que l'itrel, à notre grande surprise, fournissait une source de carbone, les modulateurs endocriniens qui étaient dissous, absorbés dans ce matériel, avaient une grande influence sur le développement des enrichissements bactériens. On a pu regrouper le tout au niveau du genre, et on s'est aperçu que dans les rhizobiales, c'était surtout des hyphomicrobiums qui s'étaient développés dans les enrichissements parce qu'il y avait des estrogènes. Il y en avait une certaine proportion aussi dans l'enrichissement M. Et dépendant des types d'estrogènes, les sphingomoniales, donc les sphingomonases, les novosphingobium ou les porphyrobactères ou les pantodera ont été aussi retrouvés, qui étaient très faibles dans les autres dans l'enrichissement M. Dans la littérature, hyphomicrobium n'est pas reconnu pour la dégradation des composés de type aromatique ou des estrogènes. Par contre, c'est une bactérie qui peut prendre des carbones, ce qu'on appelle une méthylotrophe, donc c'est une bactérie qui utilise les carbones les 1 carbone comme méthanol ou méthylamine. Alors, il est possible que cette bactérie a été favorisée par la présence d'intermédiaires de dégradation de ces produits ou par un dérivé de litrel qui a été utilisé par hyphomicrobium. Au niveau de l'enrichissement M, qui lui n'a jamais vu d'estrogène dans ses cultures, on voit que Rhodonobacter et Microbacterium se retrouvent en majorité et on pense que c'est les deux types de bactéries-là qui bouffent le litrel. On a essayé d'isoler des souches dégradant les modulateurs endocriniens. Donc, on a pris seulement l'enrichissement A et on a mis sur différents milieux solides et on a regardé en présence des 4 estrogènes, si ceux-ci ces isolants qu'on a trouvés, pouvaient dégrader ces estrogènes sur 4 jours d'incubation. Ce qu'on a pu trouver, c'est 7 bactéries, dont seulement le EMS1 de Rhinococcus erythropolis, qui pouvait vraiment dégrader 3 des 4 estrogènes de façon significative. Les autres ne faisaient qu'une transformation de l'estrone à l'estriol ou vice-versa. Donc, pas une diminution totale, juste une modification chimique aux estrogènes. Donc, dans cette première partie de ma présentation, ce que je peux dire, c'est que le polymère litrel est un bon matériel pour le développement d'un système à 2 phases émissible pour la concentration et la dégradation des modulateurs endocriniens. Donc, on peut passer
de mettre de l'itrel dans une solution extrêmement diluée de modulateurs endocriniens pour pouvoir les absorber. Ensuite, l'itrel pourrait être donné, mis dans un système, dans un bioréacteur qui pourrait dégrader, qui possède une flore microbienne qui pourrait dégrader ces modulateurs. L'itrel fournit de façon surprenante une source de carbone inconnue qui favoriserait la croissance de Rhodonobacter microbacterium et aussi des Sylphomicrobium. Par contre, l'itrel n'a pas semblé être affecté par cette croissance microbienne. On n'a pas vu vraiment de changement ou la particule ne semblait pas se désagréger. Et ce qui est intéressant, parce que l'itrel peut être utilisé. Un coup que les modulateurs endocriniens sont dégradés, on peut reprendre les mêmes petites graines de riz de l'itrel puis les remettre dans un bioréacteur. Donc, il y a un avantage de recyclage de ce matériel-là qui est intéressant. Il faudrait faire des études à long terme si, éventuellement, cette flore microbienne boufferait peut-être trop le l'itrel à long terme. Bon, les modulateurs endocriniens trappés dans l'itrel sont dégradés par les enrichissements, tous sauf un, le éthylèstradiol. Donc, il y a quand même un certain pouvoir estrogénique qui est résiduel. Pour compenser nos enrichissements, on avait pensé dans le futur utiliser des souches qui sont déjà connues pour dégrader ce genre de bactéries. Donc, on pourrait prendre notre enrichissement et le bonifier de bactéries qui sont capables de dégrader ce composé. Syngobium et Sphingomonas sont reconnus pour des bactéries qui peuvent dégrader ce type de bactéries. On a déjà fait des essais en prenant de l'eau usée à la sortie d'une usine de traitement des eaux, pas à l'entrée, à la sortie. Donc, c'est quand même une eau qui est relativement claire et peu chargée. Par contre, il peut y avoir encore des composés dissous comme des modulateurs endocriniens. On a rajouté des modulateurs endocriniens et nos particules d'itrel ont été efficaces pour en extraire une bonne quantité de ces modulateurs endocriniens de l'eau usée. Donc, il ne semble pas y avoir d'interférence de l'eau. Donc, on peut penser que la stratégie à la fin d'une usine de traitement des eaux usées, de mettre un traitement secondaire ou tertiaire où on verrait des particules d'itrel, donc l'eau rentrerait dans ces particules-là et irait extraire ces molécules-là serait faisable dans le biotraitement dans le futur. Au niveau, si on regarde un peu dans le fond, au niveau des bactéries qui ont été identifiées, aucune de ceux-là semble être pathogène. J'ai regardé la littérature, puis bon, on a peut-être Acrobactrum qui se retrouve peut-être comme opportuniste. Rhodonobacter, Lefsonia peut-être. Mais tous les bactéries qu'on a observées dans nos biotraitements sont de catégorie 1 et très peu se retrouvent comme des opportunistes qui pourraient infecter de groupe 2. La deuxième partie, c'est le développement, un biotraitement d'un effluent médien aurifère pour la dégradation du thiocyanate. La cyanuration est un procédé dans lequel l'or est dissous par des solutions aqueuses de cyanure et ça reste l'approche la plus rentable pour l'industrie pour extraire de l'or. Lorsque ce procédé est fait, le cyanure est transformé en thiocyanate parce qu'il y a des produits soufrés dans le minerai qui fait que le cyanure est transformé en thiocyanate, qui est une molécule beaucoup moins toxique. Et aussi, l'industrie utilise le peroxyde ou une oxydation chimique pour transformer le cyanure résiduel en cyanate. Bon, ces molécules sont beaucoup moins toxiques, mais en grande quantité finissent par avoir une toxicité qui est là. Et que certaines voudraient voir disparaître de façon pour réutiliser l'eau, pour retourner cette eau-là pour faire la cyanuration. Des traitements supplémentaires pour l'élimination de ces molécules sont nécessaires. Le traitement biologique est une option viable parce que dans la littérature, il y a beaucoup de bactéries qui ont été isolées pour utiliser le cyanure, le thiocyanate et le cyanate comme seule source de carbone et ou d'azote et ou d'énergie. La voie métabolique de dégradation du thiocyanate-cyanate se fait de cette manière. Donc, il y a des enzymes qui transforment le thiocyanate en ammoniac et en CO2 et sulfate. L'ammoniac, par contre, est une molécule extrêmement toxique pour l'environnement. Elle doit être transformée par des bactéries qu'on dit nitrifiantes. Donc, ils vont transformer le nitrate en nitrite
en ammoniac, en nitrite et en nitrate. Une autre voie de dégradation microbienne, c'est le thiocyanate est transformé en cyanate. Et la même chose, d'autres types d'enzymes vont transformer le cyanate en CO2 et ammoniac. Dans tous ces systèmes-là, l'ammoniac reste dans les traitements un problème qui doit être éliminé, car s'il y a une grosse abondance de thiocyanate, le procédé va fournir de l'ammoniac, puis ça, c'est pas une molécule qu'on aime retrouver dans nos systèmes. Alors, il y a une mine qui a un traitement biologique de ces eaux, où c'est 4 réacteurs en série, qui possèdent ce qu'on appelle des RBC pour le réacteur A qui est impliqué dans la dégradation du cyanate en ammoniac, CO2 et sulfate. Et les 3 autres réacteurs sont seulement impliqués dans la transformation de l'ammoniac en nitrate, donc la nitrification. On peut voir que les RBC, qui sont des Rotating Biological Contactors, sont des gros disques roulants où des biofilms microbiens qui se colonisent, ce qu'on appelle les Natural Occurring Biofilms, c'est-à-dire des biofilms dont les bactéries qu'on retrouve dans l'environnement s'installent sous forme de biofilms sur ce contacteur, vont se développer et vont tourner dans l'eau à traiter en tournant. Donc, les biofilms, les micro-organismes naturellement retrouvés dans l'environnement qui finissent par s'adapter à leur environnement vont s'accrocher sur ce disque. Et en tournant, bien, il y a une certaine aération qui se fait et un brassage, et en même temps, les molécules sont consommées par ces micro-organismes-là. Le problème avec ça, c'est mécanique et il y a eu beaucoup de bris de ce genre de système-là à l'usine et éventuellement, on aimerait le changer pour un autre type. On va voir ça un petit peu plus tard. Juste au niveau de la problématique, bon, j'ai parlé des bris. Par contre, il y a un problème au niveau problématique. On connaît très peu de choses sur la flore bactérienne impliquée dans ce genre de bioprocédés à grande échelle. J'ai regardé la littérature, c'est une peau de chagrin de savoir qu'est-ce qui se développe là-dessus. Et il y a un problème d'émission. L'ammonium qui est créé par le premier réacteur est trop élevé et malheureusement inhibe la nitrification. Donc, les objectifs généraux du projet à l'époque étaient de déterminer la flore microbienne bactérienne du procédé à grande échelle et de développer un procédé en laboratoire avec des réacteurs de type Moving Bed Barrel Biofilm Reactor, donc un système à mélanger pour remplacer les RBC, qui serait peut-être qui pourrait résoudre le problème mécanique qu'on trouve à l'usine. Donc, déterminer la composition de la flore bactérienne, on a échantillonné les RBC, extraction d'ADN total. Encore une fois, l'implication PCR des gènes 16S. On fait le profil bactérien de forme des GGE. Cette fois-ci, on a été seulement avec des génothèques des gènes de l'ARN 16S. On n'avait pas eu budget pour le pyroséquençage à l'époque. Et on a fait des affiliations. On a essayé, après ça, de faire des enrichissements microbiens pour enrichir des bactéries qui sont capables de dégrader le thiocyanate. Et on a essayé ensuite de d'isoler des souches qui peuvent dégrader ces produits. Juste pour vous dire que lors de l'échantillonnage, on a quand même une bonne activité de dégradation du thiocyanate. On a l'ammoniac qui a été transformé à la longue dans les bioréacteurs. On a ici le nitrite. Le nitrate n'est pas montré, mais finalement, au niveau de la quantité, ça arrive presque à 100% ici. L'enrichissement microbien pour la dégradation des thiocyanates et du cyanate, on a pris le premier réacteur et on l'a mis en milieu minimal avec le cyanate ou le thiocyanate comme source de carbone. Ça a été repiqué plusieurs mois. On a analysé la dégradation et la composition des enrichissements. La dégradation du cyanate par ces enrichissements-là s'est faite en une semaine, tandis que 20% pour le thiocyanate. Pour le cyanate, il y a un résiduel de 20% après 2 semaines de contact avec cet enrichissement-là. Au niveau de l'isolement, donc il y a juste une souche qui est reliée au Sphingopithecus qui, lui, peut utiliser le cyanate comme seule source de carbone. Pour finir, le développement d'un procédé en laboratoire avec des réacteurs de type Moving Bed Bioreactor, MBBR. Donc, c'était à l'époque d'explorer la faisabilité de remplacer les RBC par des réacteurs de type MBBR.
et de trouver un mode opératoire pour éviter l'inhibition de la nitrification par l'ammonium et développer une filière dénitrifiante pour éliminer l'azote total. Donc, un MBBR, dans le fond, c'est des médias ou des carriers qu'on appelle en anglais, ou les biofilms bactériens qui colonisent naturellement ce genre d'environnement-là vont retrouver. Et on a un brassage, soit par une aération ou un mélange mécanique qui permet à tout le réacteur de tous les médias de se promener. Donc, au niveau mécanique, c'est beaucoup plus facile d'entretien. En plus, il y a un effet de cisaillement qui fait en sorte que le biofilm en excès va s'éliminer. La configuration, on a eu 2 séries de 4 réacteurs MBBR, le A et le B. Un qui mime ce qu'il y avait à la compagnie, donc à la minière, puis une qui servait de contrôle avec une recirculation de l'effluent du A4 vers le A2, qui a été établie dans la minière aussi pour diluer dans le fond l'ammoniac. Donc une manière de diminuer l'impact de l'ammoniac dans les autres réacteurs, c'est de faire une recirculation de cet élément du traitement vers le début pour diluer le tout. Donc, on a un système en continu. Hein. Il y a toujours quelque chose qui rentre, il y a toujours quelque chose qui sort. Et en B, on a établi un système de recirculation qui part de B3 à B1 pour mettre du nitrate dans le B1 qui est en condition anoxique, absence d'oxygène, pour favoriser les conditions dénitrifiantes, donc éliminer le nitrate sous forme gazeux N2. On s'est aperçu que c'était meilleur si on partait du B4, il y avait plus de nitrate vers le B1. Ce qu'on peut dire en discussion, c'est que les RBC sont dominés par des thiobacillus au niveau du premier réacteur et que l'évolution de la nitrification se fait très bien et se ferait surtout par des nitrospiras au niveau de l'élimination de l'ammoniac. Les essais au niveau des MBBR nous laissent présager qu'on pourrait les utiliser à la mine au lieu des RBC. Par contre, il faudrait une performance beaucoup plus élevée. On pense qu'il faudrait augmenter de 4 fois leur performance. Le réacteur A, opéré en conditions dénitrifiantes, semble éliminer une bonne quantité d'azote. Et la combustion de la flore bactérienne a montré l'implication de bactéries de type Anamox. Au niveau de toutes les flores microbiennes que j'ai étudiées dans les bioprocédés, très rarement j'ai vu dans les biofilms, dans les procédés, des bactéries qui sont problématiques au niveau de la pathogénicité. Il y a quelques bactéries qu'on pourrait qualifier de nosocomiales ou qui pourraient être opportunistes, mais la plupart, c'est vraiment des bactéries de l'environnement qui se retrouvent dans ces procédés-là. Le problème reste, comme j'ai vu un matin, l'entrée de ces matières-là qui peut être problématique au niveau bactérien. Mais quand on fait des bioprocédés, ce qui est important, c'est que le processus de dégradation soit complet. C'est important que le nitrate devienne azote gazeux et non du N2O. Il faut aussi ne pas dépasser trop bas le nitrate pour en arriver dans de la sulfato-réduction. Donc, oui, on doit opérer, mais il faut faire attention pour pas qu'on génère des gaz qui sont toxiques, que l'ammonium n'inhibe pas la nitrification, que les polymères organiques ne forment pas des intermédiaires plus toxiques. Je vous remercie de votre attention.